Amateurs d'art, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre particulière et passionnante, 40 jours dans le désherbé de Moebius. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Vous êtes plus de 500 à vous être abonnés à cette chaîne, et pour quelqu'un qui aborde l'histoire de l'art de manière peu conventionnelle, c'est un très beau cadeau. Merci encore de vous intéresser à mon travail. Mais trêve de blablaterie, et parlons d'art. Jean Giraud, Moebius de son nom de plume, est un auteur, dessinateur de BD du XXe siècle. Je ne vais pas ici vous faire une biographie du personnage, mais juste m'attarder sur quelques aspects de sa vie qui me semblent importants pour comprendre l'œuvre dont nous allons parler. Dans les années 60, c'est-à-dire relativement tôt dans sa carrière, qui s'étale de 1956 à 2012, Moebius quitte peu à peu l'univers de la BD franco-belge conventionnelle, type Spirou, pour explorer l'univers de la science-fiction. Il publiera dans Harakiri avant de fonder avec 3 acolytes les Humanoïdes et Associés qui éditent le magazine Métal Hurlant. Ce magazine est une révolution à lui seul dans le monde de la BD qui aborde dès lors non plus des thématiques lissées, mais se plonge entre autres dans le monde de l'underground et de la science-fiction. Grâce à la publication dans Métal Hurlant d'Arzac, considérée comme une œuvre révolutionnaire, Moebius est remarqué par le monde du cinéma. Ainsi, dans les années 70, il collabore avec Jodorowsky sur son fameux projet avorté Dune, puis avec Ridley Scott pour la conception graphique des costumes d'Alien. Maintenant que nous avons planté quelques aspects du panorama artistique dans lequel s'est formé et a évolué Moebius, nous pouvons entrer plus avant dans 40 jours dans le désherbé. Il s'agit d'un ouvrage de 73 pages publié en 1999. Déjà, rien que le titre est évocateur et situe l'œuvre dans un contexte bien précis. 40 jours dans le désert est tout d'abord un épisode biblique durant lequel le Christ, après son baptême et donc son entrée dans la communauté de Dieu, se retire pendant 40 jours dans le désert. Durant ce séjour, pour résister à la tentation du diable, il jeûne. Cet épisode dans le désert a donc pour vocation de faire évoluer et de tester l'engagement de Jésus face à Dieu. Dans le cas de Moebius, il s'agit aussi d'un voyage spirituel, mais qui prend des teintes très différentes. Déjà, rien que l'expression désherbé nous plante le décor par son ambivalence. Elle nous dit clairement que l'œuvre puise son inspiration dans l'épisode biblique, et en même temps, il s'agit d'un jeu de mots, puisqu'il est question aussi d'un récit autobiographique dans lequel l'auteur partage avec nous son expérience alors qu'il arrête de fumer de l'herbe. Il se désherbe. Autre point, dans un texte de l'auteur à propos de cet ouvrage, ajouté à la fin par l'éditeur, Moebius cite Castadena, un chercheur américain qui publie dans les années 60-70 son initiation au chamanisme. Cette initiation est loin d'être neutre puisque dans celle-ci, Castadena consomme sous la houlette de Don Juan, un homme de savoir, des plantes alliées et par extension psychoactives. Pour le reformuler avec nos mots, il est question dans les livres de Castadena de voyages chamaniques entrepris sous l'influence du peyote, une plante sacrée des chamans qui a le pouvoir de provoquer des visions. Il y a donc une double filiation de l'œuvre, chrétienne et chamanique. Celle-ci est clairement explicitée dans le nom du personnage principal, Archaman, une contraction des mots archange et chaman. Dernier détail, le sous-titre a son importance. 40 jours dans le désherbé ou la stratégie de la démence. Clairement, Moebius nous annonce un voyage qui flirtera avec les thématiques de la folie, de l'hallucination, et donc un rapport à la réalité plus que flottant. L'œuvre est avant tout une exploration graphique qui ne comporte que très peu de texte et qui se découpe chronologiquement. Elle commence au premier jour dans le désert et prend fin au 40e. Elle est une véritable invitation à se laisser guider par les dessins et ce qu'ils expriment. Ce qui veut dire qu'une bonne partie du discours du dessinateur se trouve contenue dans les choix formels et artistiques qu'il effectue tout au long de ces 73 pages. Si je devais qualifier les dessins de Moebius, je dirais qu'il lie l'art occulte et l'art ornemental, ce qui fait sens. Tous deux ont pour caractéristique commune de vouloir lier l'homme et le cosmos. En effet, l'occultisme tel que nous le connaissons naît au XIXe siècle, au moment où la religion est en net recul dans les sociétés européennes. Cette béance spirituelle est comblée par l'apparition de courants de pensée dits occultes ou ésotériques, qui ont pour vocation d'unir l'homme à une mécanique universelle qui varie en fonction des écoles de pensée. L'ornement, quant à lui, a, dans son étymologie grecque, une racine commune avec le cosmos.
Et pour bien vous expliquer ce fait, je vais citer ici les premières lignes d'un article de Bertrand Prévost. À quelles conditions la parure peut-elle faire l'objet d'une cosmologie ? Les Grecs anciens avaient développé tout un appareil sémantique et conceptuel pour recouvrir une telle articulation. Cosmos, en effet, signifie en grec aussi bien le monde, ou plutôt l'ordre du monde, que la parure, l'ornement corporel. Mais cosmos peut également renvoyer à l'équipement guerrier. Le soldat est paré, cosmétéis, de ses armes et armures. Ou encore à l'apprêtage du mort, au silence comme ornement des femmes. Bref, dans tous les cas de figure, il s'agit de penser l'ornement comme un plus qui n'est pas superflu, mais harmonieusement complémentaire. Orner un objet, ou s'orner soi-même, reviendrait donc aussi à se situer dans l'ordre universel et à tenter d'interpréter ses secrets. J'ai développé un peu plus longuement ce lien entre ornement et cosmos dans ma dernière vidéo sur les grammaires décoratives. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien en description. Je ne peux que vous inviter à lire et à parcourir cette œuvre pour avoir une vision d'ensemble de ce voyage. Ici, je vais principalement analyser comment Moebius met à son service le langage ornemental en m'arrêtant principalement sur 2 images. Mais cela est juste un avant-goût de la richesse de l'œuvre. Nous suivons donc la méditation de l'Arcamane dans le désert. Il est très intéressant de nous attarder sur le 2e dessin qui nous présente le personnage et qui se situe au 2e jour de ce voyage. Dans cette œuvre, l'Arcamane ferme les yeux, et pourtant d'autres yeux restent grands ouverts, ceux qui se situent sur sa coiffe. Ils sont enchevêtrés, presque cachés dans une myriade de motifs. Rien que ce détail est très bavard. Le discours le plus évident est le basculement d'une vision portée vers l'extérieur, vers une vision interne. Autrement dit, l'Arcamane se prive de la vision mécanique de l'homme, celle qui est liée à notre physiologie, pour activer sa vision interne et donc spirituelle. Le rapport au réel vient de basculer. En tant que regardeur, nous n'évoluons plus dans une réalité objective, mais dans la réalité subjective du protagoniste. Le 2e discours contenu dans ce détail est quant à lui beaucoup plus caché. Il est de l'ordre de l'implicite. Il se décode si l'on analyse la position et la mise en scène de ce 2e regard. Comme je l'ai déjà dit, il est presque dissimulé dans une accumulation graphique. Accumulation graphique qui est ornementale, puisqu'elle représente la broderie qui orne le couvre-chef de l'Arcamane. Et ce fait n'est pas anodin, puisqu'en situant ses yeux, sans paupières, toujours en état de veille, dans un motif, Moebius leur donne les attributs du dessin ornemental. C'est-à-dire non plus un regard humain, mais un regard cosmique. Et ce regard est, comme le dit si bien Bertrand Prévost, harmonieusement complémentaire, dans le sens où il complète le regard humain en lui donnant la possibilité de voir non plus l'apparence du monde, mais comment les choses et les êtres s'inscrivent dans la grande mécanique universelle. La 2e image sur laquelle nous allons nous arrêter confronte l'Arcamane au souvenir de la femme aimée. Elle se situe au 27e jour. Le voyage transformatif de notre personnage a bien progressé. Tout comme Jésus, sa force de volonté a été testée et il est assailli de toutes sortes de visions plus déstabilisantes les unes que les autres. Ce dessin en est une. Le contexte est clairement freudien par la présence du crâne qui renvoie au couplet pulsion de vie, pulsion de mort contenu dans l'attirance sexuelle. Ce qui m'intéresse ici, c'est la métamorphose que subit le personnage. Il n'est plus complètement humain et présente des formes insectoïdes comme les excroissances qui le lient justement à la femme aimée. Les motifs ici ne semblent plus seulement recouvrir le manteau de l'Arcamane, ils semblent constituer son essence, même, qui est comme aspirée par l'image de la femme aimée. D'ailleurs, il y a une forte parenté entre les formes employées dans le crâne et celles qui ornent l'Arcamane. Le motif n'est donc plus ici un beau dessin, une décoration dans le sens le plus superficiel du terme, mais la substance même des personnages. Cette métamorphose de substance, les corps ne sont pas humains, ils sont matière ornementale, montre bien l'importance et la profondeur de la portée de l'ornement dans l'œuvre. Le motif n'est pas juste là pour faire joli. Il est porteur d'un sens extrêmement profond. Il est ici pour illustrer la dissolution de l'Arcamane dans les méandres, les replis, les pièges de son esprit. Et ainsi cette accumulation de formes, de lignes, n'a pas pour fonction de satisfaire l'œil du regardeur par la présence d'une multiplicité de détails, mais elle est ici pour exprimer la lente érosion du réel, peut-être un flirt avec la folie. Clairement, il s'agit d'une vision hallucinée qui jalonne la recherche du protagoniste. Recherche qui tente de le faire entrer à nouveau
ou peut-être de manière différente, dans le grand ordre cosmique. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, car comme je vous l'ai précisé un peu plus tôt, il n'est pas question de vous donner une vision exhaustive de cette œuvre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker la vidéo, ça m'aide à gagner en visibilité. Prenez soin de vous, et à bientôt!